Le message s'affiche sur mon écran à 2h47 du matin. Un numéro inconnu. Mes mains tremblent autour de mon téléphone et j'entends mon cœur battre si fort qu'il pourrait réveiller Thomas allongé à côté de moi dans notre lit king size. Sa respiration est profonde, régulière, innocente. Je fixe ces mots qui dansent devant mes yeux fatigués. Fais-le maintenant, pendant qu'il dort. Faire quoi? Qui sait que Thomas dort? Qui connaît notre routine nocturne, nos habitudes les plus intimes? L'écran se noircit. Je reste là, paralysée dans l'obscurité de notre chambre à coucher, cette chambre aux murs gris perle que nous avons décorée ensemble il y a 3 ans, quand nous avons emménagé dans cet appartement parisien du 7e arrondissement. Tout était parfait alors. Tout semblait parfait. Jusqu'à ce soir. Mon nom est Clara Dubois. J'ai 32 ans et ma vie ressemble à une carte postale. Mariée à Thomas depuis 5 ans, un brun aux yeux verts, avocat spécialisé en droit des affaires, attentionné, fidèle, prévisible. Nous habitons un appartement de 120 mètres carrés avec vue sur les Invalides. Je travaille comme directrice marketing dans une agence de communication, un poste qui me permet de voyager, de rencontrer des gens intéressants, de garder une certaine indépendance financière. Sur le papier, c'est le bonheur parfait. Mais les cartes postales ne montrent jamais l'envers du décor. Je me lève sans bruit, mes pieds nus effleurant le parquet froid. Thomas grogne légèrement et se retourne, enfuissant son visage dans l'oreiller. Même dans son sommeil, il est beau. Même endormi, il dégage cette assurance tranquille qui m'a séduite lors de notre première rencontre dans ce bar branché de Saint-Germain-des-Prés. Je me dirige vers la cuisine, mon téléphone serré contre ma poitrine comme un secret brûlant. L'écran béni dans cette lumière bleutée des réverbères parisiens qui filtrent à travers nos rideaux en lin blanc. Nos meubles scandinaves, nos œuvres d'art choisies avec soin, nos plantes vertes savamment disposées, tout témoigne d'une vie ordonnée, maîtrisée, sans surprise. Une vie qui m'étouffe depuis des mois. Dans la cuisine, j'allume la petite lampe au-dessus de l'îlot central et je regarde à nouveau le message. Les mots sont toujours là, réels, troublants. Fais-le maintenant, pendant qu'il dort. Qui peut bien m'envoyer ça à une heure pareille? Et surtout, comment cette personne sait-elle que Thomas dort? La pensée qu'on nous observe, qu'on connaît nos habitudes les plus privées, me glace le sang. Je sens mes mains devenir moites, ma respiration s'accélérer. Je prépare une tisane à la camomille, mes gestes automatiques contrastant l'effervescence de mon esprit. L'eau chaude verse dans la tasse en porcelaine blanche que Thomas m'a offerte pour notre premier anniversaire de mariage. Tout dans cette cuisine raconte notre histoire commune. Les maïnettes rapportées de nos voyages, les ustensiles de cuisine haut de gamme que nous avons reçus en cadeau de mariage, la cafetière italienne que Thomas utilise chaque matin religieusement à 7h30. Routine, prévisibilité, sécurité. Et maintenant ce message qui fait vaciller mes certitudes. Je m'assois sur le tabouret haut, face à la fenêtre qui donne sur la cour intérieure. À cette heure-ci, l'immeuble d'en face est plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une fenêtre au 3e étage où brille une lumière dorée. Quelqu'un d'autre ne dort pas. Quelqu'un d'autre vit peut-être sa propre nuit d'insomnie, ses propres questionnements. Mon téléphone vibre à nouveau. Tu n'as pas bougé. Je sais que tu as lu mon message. Cette fois, mon cœur s'arrête carrément. Je regarde frénétiquement par la fenêtre, scrutant les façades, cherchant un signe, une silhouette, n'importe quoi qui pourrait m'indiquer d'où vient cette surveillance. Mais tout semble normal. Trop normal. Mes doigts tremblent sur le clavier virtuel, je tape « Qui êtes-vous » La réponse arrive instantanément. Quelqu'un qui te connaît mieux que tu ne le penses. Quelqu'un qui sait que tu t'ennuies dans ta belle vie parfaite. Je lâche le téléphone qui atterrit avec un bruit sourd sur le marbre de l'îlot central. Comment cette personne peut-elle savoir ça? C'est vrai que je m'ennuie. C'est vrai que derrière le vernis de notre mariage parfait, je ressens ce vide grandissant, cette sensation d'étouffer dans une existence trop lisse, trop prévisible. Mais je n'en ai parlé à personne, même pas à Léa, ma meilleure amie depuis l'université. Un autre message s'affiche. Regarde dans le tiroir de ton bureau, le petit, celui de Thomas ne fouille jamais. Mon sens glace. Ce tiroir, comment peut-il connaître l'existence de ce tiroir? C'est là que je cache mes secrets les plus intimes, mon journal intime, quelques photos de mon ex que je n'arrive pas à jeter, et surtout cette lettre que je n'ai jamais envoyée. La lettre à Mathieu. Mathieu Rousseau, mon ancien collègue, mon ancien presque amour. Celui qui a quitté Paris il y a 6 mois pour ouvrir sa propre agence à Marseille, celui que je ne peux pas oublier malgré tous mes efforts. Je me lève comme un automate et me dirige vers le petit bureau d'angle où je gère nos finances et où j'écris parfois. Mes jambes ne m'appeinent plus et j'ai l'impression de flotter dans un rêve étrange, ou plutôt dans un cauchemar.
Le tiroir s'ouvre dans un petit grincement familier. Mes affaires sont là. Le journal relié de cuir rouge que j'utilise depuis mes 20 ans, les photos jaunies, quelques bijoux sans valeur que je n'ose pas porter devant Thomas. Et la lettre a disparu. Ma lettre à Mathieu. Celle où je lui avouais mes sentiments. Celle où je lui écrivais que je regrettais qu'il est parti sans que nous ayons eu le courage d'aller au bout de ce qui se tramait entre nous. Celle où je me demandais si j'avais fait le bon choix en restant avec Thomas. Elle a disparu. Mon téléphone vibre encore. Tu la cherches ? Elle est en sécurité. Pour l'instant. Cette fois, j'ai vraiment peur. Ce n'est plus de la curiosité ou de l'inquiétude, c'est de la peur pure, viscérale, qui me tord le ventre et me donne envie de vomir. Quelqu'un est entré chez moi. Quelqu'un a fouillé mes affaires les plus privées. Quelqu'un sait tout de moi. Que voulez-vous ? Je tape rapidement, mes ongles claquant nerveusement sur l'écran. Te revoir vivre, te voir sortir de ta cage dorée, et d'abord te voir obéir à mes instructions. Sinon quoi ? Sinon Thomas découvrira à quel point sa femme parfaite s'ennuie avec lui. Il lira ta lettre à Mathieu. Il apprendra pour tous ces lunchs un peu trop longs que vous preniez ensemble quand il travaillait encore ici. Il sera pour se baiser dans le parking, un soir de décembre, après le pot de départ de Nathalie. Le baiser. Il sait pour le baiser. C'était il y a 8 mois, un moment de faiblesse, de désir, de connexion authentique que je n'avais pas ressenti depuis des années avec Thomas. Mathieu et moi étions restés tard au bureau. Nous avions bu quelques verres au pot de départ d'une collègue. Dans le parking souterrain, sous les néons blafards, il m'avait plaqué contre ma voiture et nous avions embrassé comme si nos vies en dépendaient. Puis la culpabilité avait pris le dessus. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait l'amour à Thomas avec une passion désespérée et j'ai essayé d'oublier. Mathieu avait annoncé son départ à Marseille 2 semaines plus tard. Personne ne nous avait vus. J'en étais certaine. Le parking était désert, c'était tard le soir, même les agents de sécurité avaient quitté l'immeuble. Apparemment, je me trompais. Comment ? Je commence à taper, mais un nouveau message m'interrompt. Comment je sais tout ça, Clara ma chérie ? Tu vas découvrir que je sais beaucoup de choses sur toi, des choses que tu as oubliées, des choses que tu croyais secrètes. Et maintenant, tu vas m'écouter, si tu veux que ton petit monde parfait ne s'écroule pas. Ma chérie. Il m'appelle ma chérie. Cette familiarité me dégoûte et m'intrigue en même temps. Qui peut me parler ainsi ? Qui me connaît si bien ? Je regarde l'heure, 3h15. Thomas dort toujours. Dans ce quelques heures, il se lèvera, prendra sa douche, boira son café, m'embrassera distraitement sur la joue et partira au bureau en sifflotant. Notre routine reprendra, immuable, rassurante et étouffante. Sauf que cette personne ne met pas ses menaces à exécution. Qu'attendez-vous ? Je finis par écrire, résignée. Patience, Clara. Tout va se révéler petit à petit. Pour l'instant, va te recoucher. Demain soir, à 18h, tu iras au café Les Deux Magots, table 12, près de la fenêtre. Tu commanderas un café serré et tu attendras. Ne dis rien à Thomas. Une migraine sera une excuse parfaite. Et si je refuse ? Tu ne refuseras pas, parce que tu es curieuse, parce que tu t'ennuies, et parce que, quelque part, au fond de toi, tu as envie de savoir jusqu'où peut t'emmener cette histoire. C'est mon raisonnement, moi, avec une vérité dérangeante. C'est exactement ce que je ressens. De la peur, oui, mais aussi d'excitation trouble, une curiosité malsaine qui me pousse vers l'inconnu. Dors maintenant, Clara. Demain, ta nouvelle vie commence. Je reste là, debout dans mon salon plongé dans l'obscurité, le téléphone dans les mains, le cœur battant à tout rompre. Par la fenêtre, je vois Paris s'étendre sous ses lumières nocturnes. Ces villes que je connais par cœur, ces rues que j'emprunte chaque jour, cette vie que j'ai construite pierre par pierre. Tout cela va-t-il basculer demain soir aux Deux Magots ? Je retourne dans la chambre sur la pointe des pieds. Thomas n'a pas bougé. Il dort du sommeil du juste, de l'homme qui n'a rien à cacher, rien à regretter. Ses cheveux bruns sont ébouriffés sur l'oreiller blanc, et dans la pénombre, je distingue ses traits parfaits. Cette mâchoire carrée que j'ai tant aimé caresser. Je me glisse sous les draps, mais le sommeil ne vient pas. Mon esprit tourne en boucle. Qui peut bien être cette personne ? Comment a-t-elle eu accès à mon appartement ? Pourquoi s'intéresse-t-elle à moi ? Et surtout, que va-t-il se passer demain soir ? À 6h30, le réveil de Thomas sonne. Il se lève, s'étire, me caresse distraitement les cheveux. « Bien dormi, ma chérie ?» Le même mot que dans les messages. Un frisson me parcourt. « Oui, très bien. » Il se dirige vers la salle de bain. J'entends la douche couler. Tout est normal. Tout est comme d'habitude. Sauf que rien ne sera plus jamais comme avant. La journée passe dans un brouillard étrange. Je suis physiquement présente à mon bureau, je participe aux réunions, je réponds aux emails, mais mon esprit est ailleurs. Complètement ailleurs.
À 17h45, je prétexte une migraine soudaine pour quitter le bureau. Mes collègues compatissent, me conseillent du repos. Si seulement ils savaient vers quoi je me dirige. Les Deux Magots. Ce café mythique de Saint-Germain-des-Prés où tant d'écrivains ont laissé leur empreinte. J'y suis déjà venue avec Thomas, pour des brunchs dominicaux tranquilles, des rendez-vous romantiques quand nous nous fréquentions. Jamais je n'aurais imaginé m'y rendre pour un rendez-vous clandestin avec un parfait inconnu. Mes talons claquent sur le pavé mouillé. Il a plu cet après-midi et Paris sent cette odeur particulière de bitume humide mélangée aux effluves des cafés. Je porte ma robe noire cintrée, celle que Thomas préfère, et mon manteau en laine camel. J'ai voulu avoir l'air irréprochable, comme si une apparence parfaite pouvait me protéger de ce qui m'attend. 18h pile. Je pousse la porte du café et la chaleur m'enveloppe immédiatement. L'ambiance feutrée, les conversations qui se mélangent, le tintement des tasses. Tout semble normal. La table 12. Près de la fenêtre, comme convenu, elle est libre. Je m'installe, commande un café serré comme on me l'a demandé, et j'attends. Mes mains tremblent légèrement autour de la petite cuillère. À chaque personne qui entre, mon cœur fait un bond. 18h15. Personne ne s'approche de ma table. 18h20. Je commence à me demander si c'était une blague de mauvais goût. 18h25. La porte s'ouvre en nouveau. Et là, mon sang se glace. Raphaël Moreau. Il traverse le café avec cette démarche assurée que je lui ai toujours connue, ce sourire en coin qui faisait fondre toutes les femmes de l'agence. Raphaël, mon ancien patron. Raphaël qui a quitté la boîte il y a 1 an dans des circonstances troubles. Raphaël avec qui j'ai eu une relation compliquée. Il s'assoit face à moi sans un mot, commande un whisky d'un geste de la main. Ses yeux noirs me fixent avec cette intensité que j'avais presque réussi à oublier. Il porte un costume gris anthracite impeccablement coupé, ses cheveux châtains sont toujours aussi parfaitement coiffés. À 40 ans, il dégage cette aura de pouvoir et de danger qui m'avait tant troublée autrefois. « Bonsoir Clara ?» Sa voix grave, légèrement rauque, cette voix qui me donnait des frissons quand il me convoquait dans son bureau pour des réunions de travail, qui s'éternisaient bien après 20h. « Raphaël, c'est toi qui t'envoie ces petits messages nocturnes. »« Oui. » Il sirote son whisky tranquillement comme si nous nous retrouvions pour un simple verre entre anciens collègues, mais ses yeux ne me quittent une seconde, et j'y lis quelque chose qui me met mal à l'aise. De la possession, du désir, et autre chose. Quelque chose de plus sombre. « Comment as-tu eu accès à mon appartement ? Comment as-tu pris ma lettre ?» Il sourit, ce sourire carnassier qui me faisait perdre tous mes moyens il y a 2 ans. « Clara, ma chérie, tu sous-estimes encore mes ressources. Tu as toujours été si naïve. » Il se penche vers moi et je sens son parfum, cette fragrance boisée et épicée qui imprégnait ses chemises quand nous... Non, je ne dois pas penser à ça. « Tu te souviens de nos soirées tardives au bureau ? Quand tu restais pour finir tes dossiers, que je t'apportais un café, quand je te massais les épaules parce que tu étais tendu ? Comment oublier ? Ces moments où la frontière entre le professionnel et l'intime s'est tombée dangereusement. Ces conversations à voix basse, ces regards appuyés, ces frôlements accidentels de nos mains quand il me tendait un document. Tu te souviens de cette nuit où nous avons travaillé sur le dossier Martineau jusqu'à 2h du matin ? Cette nuit-là, comment l'oublier ? Nous étions seuls dans l'open space plongé dans la pénombre, les néons de sécurité créant une atmosphère feutrée et intime. Le dossier était important, il fallait absolument le finaliser pour le lendemain. Mais progressivement, l'électricité entre nous était devenue palpable. Raphaël, arrête. Tu portais cette robe bordeaux, celle qui épouse si bien tes formes. Tu avais retiré tes chaussures et tes pieds nus touchaient les miens sous le bureau. Tu ne t'en rendais même pas compte. Ou peut-être que si. J'avais 29 ans alors. J'étais mariée depuis 2 ans, mais ma relation avec Thomas commençait déjà à s'installer dans une routine confortable et prévisible. Raphaël, lui, était dangereux, inaccessible, marié aussi, avec 2 enfants. Mais il y avait entre nous cette tension sexuelle constante qui rendait chaque interaction électrique. Cette nuit-là, tu t'es levé pour aller chercher un café.
Quand tu es revenu, tu t'es penché par-dessus mon épaule pour regarder l'écran. Tes cheveux effleuraient mon cou, je sentais ton parfum, la chaleur de ton corps. Je me souviens parfaitement. Mon cœur s'était mis à battre la chamade. J'avais senti ses muscles se tendre sous sa chemise blanche, j'avais entendu sa respiration s'accélérer. Et quand tu t'es redressé, nos visages se sont retrouvés à quelques centimètres l'un de l'autre, tes lèvres ouvertes, tes yeux qui disaient « oui » alors que ta bouche ne pouvait pas prononcer ce mot. Nous n'avons rien fait, Raphaël. Il ne s'est rien passé. Non, c'est vrai. Tu as reculé au dernier moment. Tu as murmuré « je ne peux pas » et tu es parti en courant. Mais pendant quelques secondes, tu as eu envie. J'ai vu le désir dans tes yeux. J'ai senti ton corps répondre au mien. Il a raison. J'avais envie. Terriblement envie. Si je n'avais pas pensé à Thomas qui m'attendait à la maison, si je n'avais pas été paralysée par la culpabilité, que se serait-il passé ? Pourquoi maintenant, Raphaël ? Pourquoi reviens-tu dans ma vie ? Il termine son whisky d'un trait, pose le verre sur la table avec un petit bruit sec. Parce que j'ai appris pour Mathieu. Mon cœur s'arrête. Comment peut-il savoir pour Mathieu ? J'ai mes sources, Clara. Je sais que tu as embrassé ce petit comptable insignifiant dans le parking de l'agence. Je sais que tu as écrit cette lettre pathétique où tu lui avoues tes sentiments. Je sais que tu t'ennuies avec ton mari parfait. Il se lève, contourne la table et s'assoit sur la banquette à côté de moi. Trop près. Beaucoup trop près. Sa main se pose sur ma cuisse, par-dessus ma robe. Une caresse légère, presque innocente, mais qui me brûle la peau. Raphaël, arrête, les gens nous regardent. Non, personne ne nous regarde. Et même si c'était le cas, qu'est-ce que ça peut faire ? Tu n'es plus sous mes ordres. Tu n'as plus à jouer la petite employée modèle qui ne mélange pas vie privée et vie professionnelle. Sa main remonte le long de ma cuisse, imperceptiblement. Mon corps réagit malgré moi. Cette attirance que j'avais cru enfouie remonte à la surface avec une force qui me surprend. Que veux-tu de moi ? Te faire vivre, te sortir de ta prison dorée, te rappeler qui tu étais vraiment avant de devenir cette petite bourgeoise bien rangée. Ma vie n'est pas fade. Vraiment ? Quand as-tu fait l'amour pour la dernière fois ? Je ne parle pas de ces petites séances de dimanche matin avec Thomas. Je parle de vraiment faire l'amour, de perdre la tête, de griffer le dos de son amant, de crier son nom. Je rougis violemment. Il y a si longtemps que je n'ai pas ressenti cette passion dévorante. Avec Thomas, c'est devenu mécanique, tendre mais sans surprise. Nous faisons l'amour une fois par semaine, le samedi soir généralement, dans notre lit, dans la même position, avec les mêmes gestes. C'est agréable, mais fade. Exactement comme le décrit Raphaël. Je te propose un jeu, Clara. Quel genre de jeu ? Un jeu de séduction, de transgression. Tu vas faire exactement ce que je te demande, et en échange, ta petite vie parfaite restera intacte. Thomas ne saura rien de tes écarts de conduite. Et si je refuse ? Il sort son téléphone, fait défiler quelque chose sur l'écran. Regarde. C'est une photo de moi et Mathieu dans le parking de l'agence. Une photo prise ce soir-là, quand nous nous embrassions. On nous voit parfaitement. Nos visages, nos corps enlacés, ma main dans ses cheveux. Une photo compromettante, qui ne laisse aucun doute sur ce qui se passait. Comment ? J'ai mes méthodes. Cette photo accompagnée de ta lettre d'amour arriverait sur le bureau de Thomas demain matin, si tu ne joues pas le jeu. Je suis prise au piège. Complètement prise au piège. Que veux-tu que je fasse ?
Il sourit. Et ce sourire me glace le sang. D'abord, tu vas mentir à Thomas. Tu vas lui dire que tu dois partir en déplacement professionnel. Le lendemain matin, je me réveille avec la sensation d'avoir passé la nuit dans un état de fièvre. Thomas est déjà parti, réunion matinale avec des clients japonais. Il a laissé un petit mot sur la table de la cuisine. « Bonne journée ma chérie, on se voit ce soir, je t'aime. » Ces mots simples me transpercent le cœur. Si seulement il savait. Au bureau, je suis incapable de me concentrer. Mes collègues me trouvent distraite, pâle. Léa, ma meilleure amie et directrice artistique de l'agence, passe me voir vers midi. « Clara, qu'est-ce qui ne va pas? T'as l'air bizarre depuis hier. » Si elle savait. Léa, qui me connaît depuis 10 ans, qui était demoiselle d'honneur à mon mariage, qui m'a toujours mise en garde contre les hommes dangereux. Les beaux ténébreux finissent toujours par faire souffrir, me disait-elle quand je lui parlais de Raphaël à l'époque. Rien, juste fatiguée, cette campagne pour Durand et associée me prend la tête. Elle me regarde avec cette expression que je lui connais bien, celle qui dit qu'elle ne croit un mot de mes mensonges. Mais elle n'insiste pas. À 14h, alors que je picote une salade dans la cafétéria de l'agence, mon téléphone vibre. « T'as l'air tendue aujourd'hui. La robe bleue te va bien, au fait ?» Je manque de m'étouffer avec ma feuille de salade. Comment peut-il savoir ce que je porte ? Je regarde autour de moi, scrutant chaque visage, chaque coin de la cafétéria. Rien. Personne de suspect. Tu me surveilles ? Je tape rapidement. Je m'assure juste que tu vas bien et que tu n'as pas l'intention de faire quelque chose de stupide, comme tout raconter à ton mari ou à ta petite amie. Il sait pour Léa aussi. Il sait tout. Alors, tu as pris ta décision ? Mes doigts tremblent au-dessus de l'écran. Une fois que j'aurai envoyé ce message, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Oui. La réponse arrive instantanément. Parfait. Hôtel des Grands Boulevards, samedi 10h, chambre 237. Viens avec un petit bagage comme pour un vrai déplacement professionnel. Et Clara, porte quelque chose de joli sous tes vêtements. Tu ne le regretteras pas. Une vague de chaleur m'envahit malgré moi. Cette dernière phrase, suggestive, prometteuse, réveille en moi des sensations que j'avais oubliées. Le reste de l'après-midi passe dans un brouillard. Je rentre chez moi vers 18h, prépare le dîner machinalement. Thomas arrive à 19h30, de bonne humeur. Il me raconte sa journée, ses nouveaux clients, un dossier compliqué qu'il vient de décrocher. Au fait, chérie, j'ai une excellente nouvelle, j'ai réussi à libérer ma matinée de samedi. On pourra partir plus tôt chez mes parents, peut-être même passer la nuit de vendredi à samedi là-bas. Mon cœur s'arrête. C'est maintenant ou jamais. Thomas, je ne vais pas pouvoir venir ce week-end. Il lève les yeux de son assiette surpris. Comment ça ? J'ai un déplacement professionnel, urgent, Lyon, à un client très important qui menace de partir si on ne le rencontre pas ce week-end. Les mensonges sortent de ma bouche avec une facilité qui me surprend moi-même, comme si j'avais répété ce discours des dizaines de fois. Ce week-end ? Mais c'est l'anniversaire de ma mère dimanche. Je sais, Thomas, je suis désolée. Crois-moi, je ne ferais jamais ça si ce n'était pas crucial pour l'agence. Il me regarde longuement. Dans ses yeux verts, je lis de la déception, de l'incompréhension, mais pas de méfiance. Thomas ne soupçonne jamais rien. C'est sa force et sa faiblesse. Bon, si c'est vraiment important, tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre ? C'est moi qui gère ce dossier depuis le début. Le client ne veut voir que moi. Il soupire résigné. D'accord, mais tu appelleras ma mère pour t'excuser directement. Tu sais comme elle tient à ses déjeuners familiaux. Bien sûr. Le reste du dîner se déroule dans un silence pesant. Thomas boude un peu, ce qui ne lui ressemble pas. Habituellement, il accepte mes contraintes professionnelles sans broncher. Mais cette fois, c'est différent. C'est le week-end d'anniversaire de sa mère et je le laisse tomber au dernier moment. La culpabilité me ronge l'estomac. Ce soir-là, pendant qu'il regarde les informations, je vais dans notre dressing préparer mon bagage.
Qu'emporte-t-on pour un week-end clandestin avec son ancien patron? Je choisis soigneusement. Une robe noire élégante mais pas trop habillée, un jean et quelques tops, de la lingerie. Je m'arrête devant mes soutiens-gorge. Depuis quand n'ai-je pas porté quelque chose de vraiment sexy? Mes soutiens-gorge et culottes sont pratiques, confortables, mais pas particulièrement affriolants. Au fond du tiroir, je trouve un ensemble de lingerie rouge que Thomas m'avait offert pour la Saint-Valentin il y a 2 ans. Je ne l'ai jamais mis. Il était trop osé pour notre routine amoureuse sage et prévisible. Porte quelque chose de joli sous tes vêtements. Je glisse l'ensemble dans la valise. Cette nuit-là, Thomas veut faire l'amour. C'est rare en semaine généralement. Nous gardons l'intimité pour le week-end. Mais peut-être sent-il que quelque chose change entre nous. Peut-être a-t-il besoin de me retrouver avant mon départ. Ses caresses sont tendres, familières. Il connaît mon corps par cœur, sait exactement comment me toucher pour me donner du plaisir. Mais pendant qu'il m'embrasse, pendant qu'il se déplace en moi avec cette douceur prévisible, mon esprit s'évade. Je pense à Raphaël, à ses mains qui se posaient sur ma cuisse hier au café, à cette promesse dans ses yeux, à ce week-end qui nous attend. Et quand je jouis dans les bras de Thomas, c'est le prénom de Raphaël qui résonne dans ma tête. Le lendemain matin, vendredi, je suis dans un état de nervosité extrême. Mes collègues notent mon agitation, mais l'attribuent au stress du déplacement. Vers 16h, je reçois un nouveau message. Impatient de te retrouver demain, Clara. N'oublie pas, chambre 237, 10h pile. Et surtout, n'oublie pas que cette décision vient de toi. Personne ne t'y oblige vraiment. Cette dernière phrase me trouble. A-t-il raison ? Suis-je vraiment contrainte par ce chantage ou est-ce un prétexte pour faire ce dont j'ai envie de faire depuis longtemps ? En rentrant chez moi, je trouve Thomas en train de boucler sa propre valise. Il part chez ses parents ce soir après le travail pour passer plus de temps avec sa famille puisque je ne serai pas là. « Tu es sûr que tu ne peux pas annuler ?» me demande-t-il une dernière fois. « J'aimerais bien, Thomas, mais c'est impossible. » Il s'approche de moi, m'enlace. « Tu vas me manquer. C'est la première fois qu'on ne passe pas de week-end ensemble depuis... Depuis combien de temps déjà ? Depuis notre mariage. 5 ans qu'on ne se quitte jamais le week-end. 5 ans de routine à deux, de petit déjeuner au lit le samedi matin, de course au marché le dimanche, de soirée télé en pyjama. Ça ira, c'est juste 2 jours. Il m'embrasse. Un baiser doux, amoureux, confiant. Appelle-moi ce soir quand tu arrives à l'hôtel, d'accord ? Promis. Encore un mensonge. Il part vers 19h. Je l'accompagne jusqu'à la porte, l'embrasse une dernière fois. Quand l'ascenseur se referme sur son sourire, j'ai l'impression de refermer une porte sur ma vie d'avant. Seul dans l'appartement, je me prépare un bain chaud. Demain, dans quelques heures, je retrouverai Raphaël, dans une chambre d'hôtel, loin de ma vie, loin de Thomas, loin de tout ce qui fait mon quotidien depuis 5 ans. L'eau chaude m'enveloppe et je ferme les yeux. Dans ma tête, des images se succèdent. Raphaël dans son ancien bureau, mais il fait nuit et nous sommes seuls. Il s'approche de moi, me plaque contre le mur, et cette fois je ne recule pas. Ses mains parcourent mon corps, sa bouche trouve ma mienne, et je me laisse aller complètement. Je me réveille en sursaut à 6h du matin, le corps en feu, le cœur battant. Plus que 4 heures. En me préparant, je choisis soigneusement ma tenue. Un tailleur noir strict pour donner le champ si quelqu'un me voit. Mais dessous, la lingerie rouge. Mes soutiens-gorge et lâchés. Un parfum plus capiteux que d'habitude. Dans le miroir de l'entrée, je ne me reconnais pas. Cette femme qui me regarde a quelque chose de différent. Quelque chose de plus vivant. À 9h35, je sors de chez moi avec ma valise. Direction l'hôtel des Grands Boulevards. Direction ma nouvelle vie. Mais alors que je monte dans le taxi, mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu, pas celui de Raphaël. Je sais où tu vas, et je sais pourquoi. Fais attention à toi, Clara. Raphaël n'est pas celui que tu crois. Mon sang se glace. Qui peut bien m'envoyer ça ? Et que veut dire ce message ? Le taxi démarre, et je regarde Paris défiler par la vitre. Quelque part dans cette ville, quelqu'un me surveille. Quelqu'un d'autre que Raphaël. Mais il est trop tard pour faire marche arrière. Le taxi s'arrête devant l'hôtel des Grands Boulevards à 9h55. 5 minutes d'avance. Mon cœur bat si fort que j'ai peur qu'on l'entende dans tout le hall. L'hôtel est élégant, discret.
Le genre d'endroit où les hommes d'affaires emmènent leurs maîtresses, où se nouent les liaisons dangereuses. Les murs lambrissés, les fauteuils en cuir, l'éclairage tamisé, tout respire le luxe et la discrétion. Je traverse le lobby d'un pas que je voudrais assurer, mais mes jambes tremblent. L'ascenseur monte lentement vers le 2e étage. Chambre 237. Les chiffres dorés brillent sur la porte à cajou. Je frappe doucement. Entrez. Sa voix. Cette voix grave qui hantait mes rêves quand je travaillais sous ses ordres. La porte s'ouvre sur une suite somptueuse, salon à lait de canapé en velours, fenêtre donnant sur les toits parisiens et au fond, une porte entr'ouverte sur ce qui doit être la chambre. Raphaël est là, debout près de la fenêtre, un verre de champagne à la main. Il porte un jean noir et une chemise blanche ouverte sur le torse. Plus décontracté que je ne l'ai jamais vu, mais tout aussi dangereux. Clara, ponctuelle comme toujours. Il s'approche, me tend une coupe de champagne. Nos doigts se frôlent quand je la prends, et cette simple caresse me fait frissonner. Tu es magnifique. Il me détaille des pieds à la tête, et sous son regard, je me sens nue malgré mon tailleur strict. Raphaël, avant qu'on... Je dois te parler de quelque chose. Je lui montre le message reçu dans le taxi. Il le lit, et une expression sombre passe sur son visage. Quelqu'un d'autre sait pour nous. Quelqu'un me surveille aussi. Qui ça peut être ? Je n'en sais rien. Mais cette personne semblait me connaître, me mettre en garde contre toi. Il pose son verre, s'approche de moi jusqu'à ce que nos corps se touchent presque. Clara, ma chérie, tu n'as rien à craindre de moi, tu le sais. Sa main caresse ma joue, descend le long de mon cou. Je ferme les yeux malgré moi. Dis-moi pourquoi tu es là, vraiment. À cause du chantage ? À cause de la photo ? Non. Ses lèvres déflorent mon oreille. Dis-moi la vraie raison. Sa main descend le long de mon bras, remonte vers mon épaule. Sous sa caresse, je sens mes résistances fondre. Je m'ennuie. Thomas et moi, nous ne... Oui. Nous ne nous touchons plus vraiment. Plus comme avant. Plus comme... Comme j'en ai envie. Et qu'est-ce qui te fait envie, Clara ? Sa bouche est maintenant si proche de la mienne que je sens son souffle chaud sur mes lèvres. Toi, je murmure. Depuis cette nuit au bureau, depuis que tu as failli m'embrasser, je n'arrive pas à t'obliger. Enfin. Il m'embrasse, pas doucement, pas tendrement comme Thomas. C'est un baiser affamé, possessif, qui me coupe le souffle et fait vaciller mes jambes. Sa langue trouve la mienne, ses mains s'en mêlent dans mes cheveux. Quand nous nous séparons, je halte. J'ai envie de toi depuis si longtemps, Clara. Tu n'imagines pas à quel point. Il recule d'un pas, me regarde avec une intensité qui me met le feu au ventre. Mais d'abord, nous allons sortir. Sortir ? J'ai prévu quelque chose pour toi, pour nous. Une surprise. Il prend ma valise, l'emmène vers la chambre. Je le suis, découvre un lit king size au drap blanc immaculé, une salle de bain en marbre, une baie vitrée donnant sur Paris. Change-toi, mets quelque chose de décontracté. Nous avons rendez-vous. Où allons-nous ? Tu verras. 1 heure plus tard, vêtu d'un jean et un pull en cachemire, je suis avec Raphaël dans sa berline noire. Il conduit en silence, un sourire mystérieux aux lèvres. Nous quittons Paris, prenons l'autoroute direction sud. Raphaël, dis-moi au moins où nous allons. Patience. Sa main se pose sur ma cuisse, y reste. Cette simple caresse me trouble plus que les étreintes de Thomas, parce qu'elle est interdite, parce qu'elle est dangereuse. Après 2 heures de route, nous nous arrêtons dans un petit village de Seine-et-Marne. Des maisons en pierre, des ruelles pavées, une église du XIIe siècle. Un décor de carte postale. Raphaël gare la voiture devant l'auberge qui semble sortie d'un conte de fer. La Rose des Vents, annonce l'enseigne en fer doré. Nous déjeunons ici ? Nous y passons le week-end ? Il sort nos bagages du coffre et je remarque qu'il a pris une seule valise pour nous 2, comme si nous étions un couple en escapade romantique. L'hôtesse nous accueille chaleureusement. Monsieur et Madame Moreau, votre chambre est prête.
La suite romantique comme convenu. Madame Moreau. Il m'a enregistré sous son nom. Nous voilà officiellement ensemble. La chambre est un cocon de romantisme. Lit à baldaquin, cheminée, jacuzzi, et partout des roses rouges. Raphaël a vraiment tout prévu. C'est magnifique, je murmure. Comme toi. Il s'approche, par derrière, ses bras m'entourent et je sens son corps dur contre mon dos. Ses lèvres trouvent mon cou et un gémissement m'échappe. Raphaël. J'ai attendu si longtemps ce moment, trop longtemps. Ses mains remontent sous mon pull, effleurent la dentelle de mon soutien-garde rouge. Tu as porté de belles lingeries pour moi ? Oui. Montre-moi. D'une main tremblante, je retire mon pull. Il recule pour me regarder, et dans ses yeux je lis un désir si intense que j'en ai le vertige. Tu es encore plus belle que dans mes fantasmes. Il m'embrasse à nouveau, ses mains parcourent mon dos, trouvent la grave de mon soutien-garde. D'un geste exercé, il le défait, et le sous-vêtement tombe au sol. Pour la première fois depuis des années, je me sens désirée, vraiment désirée. Mais au moment où ses lèvres descendent vers ma poitrine, son téléphone sonne. Il grogne, consulte l'écran. Je dois prendre cet appel. Excuse-moi une minute. Il sort sur la terrasse, laissant la porte entr'ouverte. Je l'entends parler à voix basse mais ne distingue pas les mots. Seul dans cette chambre, à demi nue, je réalise soudain la folie de la situation. Je suis là, à 2 heures de Paris, avec un homme qui n'est pas mon mari, dans une chambre d'hôtel, sur le point de commettre l'irréparable. Mon téléphone vibre. Thomas. Salut ma chérie, comment se passe ton déplacement ? Tu es bien arrivée à Lyon ? Lyon. J'avais presque oublié mon mensonge. Je suis censée être en réunion d'affaires, pas dans un hôtel romantique avec mon ancien patron. Oui, tout va bien. Réunion difficile mais productive. Je t'embrasse. Moi aussi. Maman te passe le bonjour. Elle est déçue que tu ne sois pas là, mais elle comprend. La culpabilité me broie l'estomac. Cette femme adorable qui m'a accueillie dans sa famille comme sa propre fille, qui prépare toujours mes plats préférés, qui me considère déjà comme la mère de ses futurs enfants, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Raphaël revient, le visage sombre. Tout va bien ? Je demande, en remettant rapidement mon soutien-garde. Oui, juste un problème avec un client. Mais quelque chose dans son ton me dit qu'il ment. Et ce regard qu'il lance vers mon téléphone. C'était Thomas. Il prenait des nouvelles de mon prétendu déplacement à Lyon. Et tu lui as dit quoi ? Ce qu'il fallait pour qu'il ne se doute rien. Il s'approche à nouveau, mais cette fois l'ambiance a changé. L'interruption a brisé la magie du moment. Clara, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi ? Éteins ton téléphone. Complètement. Je veux que tu sois entièrement présente avec moi. Pas de distraction, pas de mensonge à inventer pour ton mari. Juste nous deux. Et s'il y a une urgence, s'il essaie de me joindre, il n'y aura pas d'urgence. Et s'il appelle, il tombera sur ta messagerie. Tu pourras toujours dire que tu n'avais pas de réseau. Sa demande me met mal à l'aise. Couper complètement le contact avec Thomas, c'est couper le dernier lien avec ma vie normale. C'est m'enfoncer encore plus profondément dans cette aventure. Je ne sais pas. Clara, sa voix se fait plus dure. Tu es venue jusqu'ici. Tu as menti à ton mari. Tu as pris tous ces risques. Ne gâche pas tout maintenant pour quelques messages. Il a raison. Mais pourquoi cette insistance me dérange-t-elle autant ? D'accord. J'éteins mon téléphone, le pose sur la table de nuit. Voilà, nous sommes seuls au monde, maintenant. Il sourit, mais son sourire ne me rassure pas. Pour la première fois que je suis arrivée, j'ai peur. Pas de lui exactement, mais de la situation. De cette sensation grandissante que je ne contrôle plus rien. « Descendons dîner », dit-il, finalement. Nous avons toute la nuit devant nous. Toute la nuit. Ces mots résonnent en moi avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Au restaurant de l'auberge, Raphaël commande le meilleur champagne, des huîtres, du hommetard. Il me raconte des anecdotes sur ses nouveaux projets professionnels,
me fait rire avec ses imitations de nos anciens collègues. Comme avant, comme au temps où nous travaillions ensemble, et où nos dîners d'affaires se transformaient insensiblement en tête-à-tête ambigu. Mais quelque chose a changé, dans ses regards, dans ses gestes, dans sa manière de me parler. Une possessivité que je ne lui connaissais pas. Tu sais ce qui me plaisait le plus chez toi, à l'agence? Non, quoi? Ton innocence, cette façon que tu avais de rougir quand je te complimentais, cette timidité qui cachait une sensualité incroyable. Je n'étais pas timide, j'étais mariée et tu étais mon patron. Justement, tu étais mariée, moi aussi. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ces mots résonnent dans ma tête comme une menace déguisée. Raphaël me guide vers le lit, ses mains sur mes hanches, ses lèvres dans mon cou. Mais maintenant que je sais qu'il m'enregistre, chacun de ses gestes me semble calculé, mis en scène. « Raphaël, attends !»« Quoi encore ?» Sa voix trahit une pointe d'agacement. « Tu ne vas pas encore reculer, Clara, pas maintenant. »« Non, c'est juste que... J'aimerais qu'on parle d'abord. » Il s'arrête, me regarde avec une expression que je n'arrive pas à déchiffrer. « Parler de quoi ? De nous, de ce qui va se passer après ce week-end. Tu as une femme, Raphaël, des enfants ?» Il s'écarte, va se servir un verre au minibar. « Ma femme et moi, c'est compliqué. Nous nous séparons. » « Depuis quand ? » ?»« Depuis que j'ai quitté l'agence. Elle ne supportait plus mes escapades. » »« Ces escapades. Comme moi alors. Je ne suis qu'une escapade de plus. » »« Et tes enfants ? Ils sont grands maintenant. Emma a 16 ans, Paul 14. Ils comprennent. » Quelque chose dans sa façon de parler de sa famille me met mal à l'aise. Cette froideur, cette distance. « Clara, viens là. Arrête de te torturer avec ces questions. » Il repose son verre, revient vers moi. Cette fois, ses caresses sont plus pressantes, plus urgentes. J'ai envie de toi depuis si longtemps. Ses mains remontent sous ma chemise, trouvent mon soutien-gorge. Mais au moment où il va le défaire, j'entends un bruit étrange, comme un déclic mécanique. Qu'est-ce que c'était ? Rien, le chauffage qui se met en route. Mais je sens qu'il ment. Et soudain, je comprends. Ce n'était pas le chauffage, c'était un appareil photo. Il vient de nous prendre en photo. La panique m'envahit d'un coup. Les micro-espions, les photos, il est en train de constituer un dossier sur moi, des preuves de notre liaison pour faire chanter Thomas, ou pire. J'ai soif, je bafouille en me dégageant. Je vais boire un verre d'eau. Je me dirige vers la cuisinette attenante à la suite, les jambes tremblantes. Il faut que je sorte d'ici, il faut que je trouve un moyen de m'enfuir. Mon téléphone. Il est éteint, mais si j'arrive à le rallumer discrètement... Clara ? Sa voix juste derrière moi. Il m'a suivi. Tu es sûre que tout va bien ? Tu as l'air... nerveuse ? Non, ça va. C'est juste que... C'est la première fois que je trompe Thomas. C'est difficile pour moi. Je comprends. Mais dans ses yeux, je ne lis aucune compréhension. Juste une froideur calculatrice qui me glace le sang. D'ailleurs, tu sais ce que j'ai prévu pour demain ? Non ? Quoi ? Une surprise. Quelqu'un va nous rejoindre. Mon cœur s'arrête. Quelqu'un ? Un ami à moi. Tu vas voir, c'est quelqu'un de très... intéressant. Le ton avec lequel il prononce ce mot me fait froid dans le dos. Raphaël, je crois que je vais rentrer. Finalement, je ne me sens pas prête pour... Rentrer ? Il rit, mais son rire n'a rien de joyeux. Mais ma chérie, nous venons à peine d'arriver. Et puis, tu as oublié quelque chose d'important. Quoi ? Il sort son téléphone, fait défiler ses photos. Je vois la photo de moi et Matthew dans le parking, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Moi sortant de chez moi ce matin, moi dans le taxi, moi entrant dans l'hôtel, et maintenant des photos de nous deux dans cette chambre. Comment ? Il est mes méthodes, mes contacts. Tu serais surprise de savoir à quel point il est facile de faire surveiller quelqu'un sans qu'elle s'en aperçoive. Tu me fais suivre depuis quand ? Depuis que tu as quitté ce petit comptable pathétique. Tu croyais vraiment que personne ne vous avait vu ? J'étais là, Clara, dans le parking. J'ai tout vu et j'ai tout photographié. Mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Parce que je t'avais dit que tu étais manne. Tu ne t'en souviens pas ? Cette nuit au bureau, juste avant que tu prennes la fuite comme une petite fille effrayée, je t'avais murmuré à l'oreille « Tu es manne. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours. » Je me souviens, ces mots qui m'avaient fait fuir, terrifiée par leur intensité possessive. Alors quand j'ai appris que tu trompais ton mari avec un autre que moi, ça m'a rendu, disons, très malcontent. Raphaël, tu es marié, tu as une famille. Plus maintenant.
Ma femme a demandé le divorce il y a 6 mois. À cause de toi, d'ailleurs. À cause de moi? Elle a trouvé des photos de toi dans mon bureau. Elle a compris que j'étais obsédée par toi. Alors elle m'a quittée et elle a emmené les enfants. L'horreur de la situation me frappe de plein fouet. Cet homme a détruit sa famille à cause de moi, à cause d'une obsession malsaine que je n'avais même pas soupçonnée. Et maintenant, tu vas m'aider à récupérer ce que j'ai perdu. Comment ça? Mon associé de demain, il s'appelle Victor. C'est un homme d'affaires russe très particulier. Il collectionne les jolies femmes mariées. Il les photographie dans des situations compromettantes, puis il fait du chantage à leur mari. La nausée me saisit. Tu es fou. Non, Clara, je suis un homme d'affaires. Et toi, tu vas être ma plus belle marchandise. Je tente de me dégager, mais il me saisit les poignets et me plaque plus fermement contre le plan de travail de la cuisinette. Lâche-moi. Impossible. Tu es allé trop loin pour reculer maintenant. Et puis, Thomas va adorer les photos que Victor va prendre de sa petite femme parfaite. Il ne paiera jamais. Aussi, il paiera. Parce que sinon ces photos se retrouveront sur Internet, sur le site de son cabinet d'avocat, dans la boîte mail de tous ses clients. Tu imagines le scandale? Les larmes me montent aux yeux. Comment ai-je pu être si naïve? Comment ai-je pu tomber dans un piège aussi grossier? S'il te plaît, Raphaël, laisse-moi partir. Je ne dirai rien à personne, je te le promets. C'est trop tard, ma chérie. Beaucoup trop tard. Il me lâche, va fermer la porte de la suite à double tour, met la clé dans sa poche. Maintenant, tu vas être sage. Demain matin, Victor arrive. Tu feras exactement ce qu'il te dira. Et si tu coopères, tout se passera bien. Et si je ne refuse? Il me montre son téléphone. Ces photos arrivent directement sur le bureau de Thomas, ainsi que la vidéo de notre petite conversation de ce soir. Vidéo? Il a tout filmé. Ma panique, mes aveux, ma peur. Je suis prise au piège. Complètement prise au piège. Va te doucher, Clara. Prépare-toi. Demain va être une longue journée. Dans la salle de bain, sous le jet brûlant de la douche, je pleure toutes les larmes de mon corps. Comment ai-je pu être si stupide? Comment ai-je pu confondre manipulation et séduction? Le micro-espion est toujours là, dans sa trousse de toilette. Une idée folle me traverse l'esprit. Si j'arrivais à l'utiliser pour enregistrer ses aveux, ses menaces, je pourrais peut-être retourner la situation. Mais comment? Il ne me quitte pas des yeux une seconde. Quand je sors de la douche, je trouve un peignoir posé sur le lit. Raphaël est sur la terrasse en train de téléphoner. Je distingue des bribes de conversation en russe. Victor. Il lui donne des instructions pour demain. Mon sang se glace quand j'entends mon prénom plusieurs fois accompagné de rires gras. Il faut que je sorte d'ici. Il faut absolument que je trouve un moyen de m'enfuir avant demain matin. Mais la porte est verrouillée. Nous sommes au 2e étage. Et Raphaël a confisqué mes clés de voiture. Je suis prisonnière dans cette chambre qui devait être le théâtre de ma renaissance amoureuse et qui va devenir le lieu de ma destruction. Quand Raphaël revient, il sourit. Ce sourire carnassier que je prenais autrefois pour de la séduction et qui n'était que de la prédation. Tout est arrangé pour demain. Victor arrive à 10h. Il a hâte de faire ta connaissance. Raphaël, s'il te plaît, tu peux encore arrêter tout ça. Nous pouvons trouver un arrangement. Le seul arrangement possible, c'est que tu coopères. Maintenant au lit. Il commence à se déshabiller, et je comprends avec horreur qu'il compte passer la nuit avec moi. Après tout ce qu'il vient de me révéler, il s'attend encore que nous fassions l'amour. Je ne peux pas après ce que tu viens de me dire. Clara, ma chérie, tu vas découvrir que tu peux beaucoup de choses quand tu n'as pas le choix. Il s'approche du lit, où je me suis réfugiée, tire sur mon peignoir. Je me débats, mais il est plus fort que moi. Arrête de résister, ça ne fera que rendre les choses plus difficiles. Au moment où ses mains commencent à parcourir mon corps malgré mes protestations, un bruit retentit dans le couloir. Des voix, des pas précipités. Puis des coups violents à la porte. « Police, ouvrez immédiatement !» Raphaël se fige, le visage blême. « Comment ?» La porte s'ouvre brutalement. 3 policiers en civil font irruption dans la suite, armes au poing. « Raphaël Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour chantage, séquestration et tentative d'agression sexuelle. » Pendant que les policiers maîtrisent Raphaël qui se débat en hurlant, une femme en imperméable entre dans la chambre. Je la reconnais immédiatement. Léa, ma meilleure amie. Comment? C'est moi qui t'envoyais ces messages d'avertissement, Clara. J'ai découvert que Raphaël te faisait suivre. J'ai prévenu la police. Mais comment tu savais? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Sa femme m'a contacté il y a 2 mois. Il avait déjà piégé 2 autres femmes de l'agence. Elle voulait que j'ouvre les yeux.
Les policiers emmènent Raphaël, menotté. En passant devant moi, il me lance un regard de haine pure. « Tu crois que c'est fini? Tu te trompes. J'ai des amis dehors et ils savent où tu habites. Ce n'était que le début, Clara. Le vrai jeu commence maintenant. » Mais ces menaces sonnent crues maintenant. Il n'est plus qu'un homme pathétique, démasqué, vaincu. Léa m'aide à rhabiller, m'entoure de ses bras. Tout va bien maintenant. Tu es en sécurité. Thomas, il faut que j'appelle Thomas. Il est déjà au courant. Enfin, pas de tout. Je lui ai dit que tu avais été victime d'une tentative de chantage professionnel. Il arrive. Il arrive? Il devrait être là dans 1 heure. Il était fou d'inquiétude quand je l'ai appelé. Thomas, mon mari, que j'ai trompé en pensée, que j'ai menti, que j'ai abandonné pour courir vers un autre homme. Léa, j'ai fait des choses terribles. J'ai embrassé Mathieu, j'ai menti à Thomas, j'ai voulu tromper mon mari. Chut, tu n'as rien fait. Tu as juste été manipulé par un pervers. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais au fond de moi, je sais que c'est plus compliqué que ça. J'ai cédé à la tentation. J'ai suivi Raphaël parce que une partie de moi en avait envie. 1 heure après ça, Thomas débarque dans la suite, livide, tremblant. Il me prend dans ses bras comme si j'étais en porcelaine, me couvre de baisers, me demande pardon. Pardon de quoi? C'est moi qui devrais m'excuser. Je suis désolée, Clara. J'aurais dû voir que tu n'allais pas bien. J'aurais dû faire plus attention à toi. Dans ses bras, je me remets à pleurer. Pas de soulagement cette fois, de culpabilité, de chante et d'amour aussi, pour cet homme qui m'a